Vulgaire et sincère, épisode 8. Ça se voit ou pas que je viens de me lever là? Parce que là, il est 7h du mat en ce moment. Ah, mais j'ai une grosse journée aujourd'hui et c'est le seul moment où je peux le faire en fait. Donc tant pis, vous allez vous fader ma gueule de. Et mon haleine de. Désolé. Aujourd'hui, ça va être un cours. Un cours parce que j'ai un postulat simple à vous exposer. Et je pense que c'est intéressant. Donc c'est parti. Jingle! Il n'y a pas de jingle donc. Pour être heureux dans la vie, je pense qu'il faut trouver quelque chose qui soit simple et dans lequel vous êtes mauvais. Je m'explique. On a tendance, et surtout à cause des réseaux, je ramène un peu tout le temps tout au réseau en fait quand je fais mes trucs moi, mais on a tendance à vouloir tout le temps être bon dans ce qu'on fait et on a tout le temps tendance à attacher de la performance en fait à ce qu'on fait. Euh, on est dans une vie qui mesure avec des stats. Quand on est au boulot, forcément on est mesuré pour notre performance. Quand on poste du contenu sur internet, on est carrément mesuré par performance parce que on est exposé à des likes, des commentaires, des repartages, des temps de visionnage, de l'argent qu'on gagne sur certaines plateformes aussi. Et en fait, c'est très facile de ne mesurer ce qu'on fait en fait que par ces stats extérieures. Et c'est con parce que je trouve que ça nous éloigne de ce qui est le cœur du plaisir de faire, c'est-à-dire le plaisir de créer en fait. Genre quand on est au boulot, on pourrait avoir du plaisir à faire notre boulot, mais en fait l'évaluation externe nous met la pression. Quand on poste du contenu, on pourrait prendre plaisir à créer ce contenu, à partager ce contenu. Et en fait, on aura beau être fier de ce qu'on a fait, on est quand même sous la pression de cette validation externe, de cette analyse externe, qui en plus est dépendante de l'algorithme et qui parfois peut être volatile et qui n'est pas représentatif de ce que c'est l'impact réel. On est dans une dynamique en plus aujourd'hui avec les réseaux qui promeut la grandiloquence et l'extrême. Donc en fait, c'est pas forcément que le contenu est meilleur, mais plus il va être impactant, plus il va être partagé. Donc ça pousse les gens à faire des choses qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de faire des choses de plus en plus extrêmes. Et je sais qu'il y a beaucoup de créateurs aujourd'hui en fait qui se plient aux besoins de l'algorithme et de ces extrémismes pour pouvoir créer. Et ça les amène à complètement se dénaturer. Ils en arrivent à poster des choses qui ne sont pas eux-mêmes. Ils en arrivent à détester le processus de création. Et ils en arrivent finalement à décrocher. Alors que être créateur de contenu, en fait, c'était un petit peu l'Eldorado collectif de se dire putain, t'es chez toi, tu fais des vidéos et t'es payé pour ça. Qu'est-ce que tu peux espérer de mieux, quoi. Et sur le concept, c'est bien. Je pense que dans le YouTube des années 2010, c'était vrai. Parce que même dans les années 2000, c'était vrai parce que tu créais en fait des choses qui sont purement nouvelles et que les gens vont consommer ou pas par choix. Et du coup, si tu perces dans ton truc, en fait, ta niche, c'est toi qui l'as créée. Et donc, tu as un petit peu une autoroute sur laquelle tu peux continuer d'évoluer. Mais aujourd'hui, sur Instagram, sur des plateformes courtes comme TikTok, et même sur YouTube un peu, je pense qu'il faut se cadrer dans une niche, il faut se cadrer dans un truc qui existe déjà et devenir bon, quoi. Il n'y a plus cette liberté totale d'expression parce que les gens vont dire que l'algorithme est capricieux. Moi, je pense que c'est pas vrai parce que les gens ils comprennent pas que l'algorithme c'est juste les gens en fait. C'est ce que les gens consomment ou pas. Si ta vidéo elle est pas partagée, c'est pas que l'algorithme t'en veut, c'est que les gens sont pas intéressés. Mais paradoxalement, on est tellement plus nombreux maintenant sur les plateformes à créer. C'est plus un truc isolé d'être créateur de contenu que forcément pour se faire une place c'est plus compliqué. Donc c'est pas que l'algorithme est devenu capricieux, c'est juste qu'on est plus nombreux. Et ça va d'autant plus mettre la pression au niveau des stats, parce que tu as d'autant plus de points de comparaison, tu as d'autant plus de gens jeunes qui viennent de débarquer qui réussissent mieux que toi, tu as d'autant plus l'impression que le succès est proposé et donné à tout le monde, alors que toi, tu galères encore. Enfin, c'est comme être dans une jungle, quoi, et essayer de se battre contre plein d'animaux sauvages. La métaphore est complètement pourrie, mais je ne l'ai pas préparé ce podcast du tout, hein. Euh, et donc, en fait, moi, de ma posture de créateur de contenu, ce que ça me fait, et je le vois, c'est que ça me pousse à agir, mais pas par envie de créativité, mais par besoin de rendement, par appréciation de moi-même vis-à-vis de ces stats. C'est-à-dire que quand je passe suffisamment longtemps, moi ça va faire 5 ans que je poste régulièrement, toutes les semaines. En 5 ans, je pense que j'ai pas loupé une seule semaine de poste, sauf la pause que j'ai fait de 2 mois l'été dernier, parce que je suis en train de péter les plombs. Mais ça fait 5 ans que je ne m'arrête pas de poster, donc j'en suis à des milliers de vidéos postées en fait, et même certaines qui ont été postées puis supprimées, donc en fait, il y en a vraiment des tonnes. À cette cadence-là, c'est très difficile, je pense, de ne pas attacher un peu la valeur qu'on a de nous-mêmes à ce qu'on voit sur ces stats-là.
parce que c'est quand même ça qui définit toute la cascade ensuite de ta vie perso, quoi. C'est-à-dire que si ton contenu il s'écroule en tant que créateur de contenu et que tu n'as plus d'argent, ta vie elle va drastiquement changer, quoi. Donc c'est un peu illusoire de se dire que oui, je poste, mais je m'en fous des stats, je rate pas les stats. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a très très peu de gens qui postent et qui regardent pas les stats. Et si ces gens ils postent et ils regardent pas les stats, c'est que leur vie dépend pas des stats. Et c'est ok, c'est-à-dire qu'ils sont là pour la création pure. Mais c'est un bateau complètement différent de ceux qui postent et qui en réalité sont dépendants de la performance de leurs vidéos, quoi. Ce que ça fait, ça, je pense, sur un cerveau humain sur le long terme. Là, j'en parle parce qu'on n'a pas du tout le recul, en fait, de ce que ça fait les réseaux sur le très long terme, sur un cerveau. Et je pense qu'on va s'en rendre compte bientôt parce qu'à mon avis, c'est catastrophique. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça calibre le cerveau à systématiquement avoir des retours immédiats sur ce qu'il fait, d'avoir des gratifications immédiates. Ça, on le sait très bien. La dopamine, la façon dont elle est consommée sur les réseaux, c'est vraiment un truc qui est hyper instantané, hyper rapide, à la chaîne, en fait, de fait de scroller. Mais quand on crée, c'est pareil, en fait. À la seconde où tu postes ta vidéo, elle commence à être partagée, tu vois directement comment elle performe. Et maintenant, moi, après 5 ans à avoir posté, je sais dans les 10 minutes qui vont suivre la publication d'une vidéo, je sais si elle va marcher ou pas. Après, je peux me tromper, on va dire que 5% de ces vidéos que je poste, je me trompe en voyant les premières minutes, mais toutes les autres, je le sais, parce qu'il y a un ratio en fait qui se met en place. Il y a un certain ratio de commentaires, il y a un certain ratio de likes, il y a une certaine montée en vue en fait, qui fait que tu peux reconnaître le pattern algorithmique et savoir après comment ça va performer. Imaginez être entraîné à faire ça par le fait d'avoir posté des centaines de vidéos, des milliers de vidéos. C'est-à-dire que ton cerveau, il cherche ça, quoi. Il cherche la, la, la réassurance immédiate, le retour immédiat sur les choses. C'est catastrophique de fonctionner comme ça. Parce que si tu l'appliques à d'autres choses de la vie, ça marche pas comme ça, en fait. Quand tu construis des relations, quand tu construis quelque chose, quand tu démarres quelque chose, tu n'es pas censé avoir du retour immédiat en permanence. Au contraire, tu es plutôt censé être dans le flou et être OK avec le fait d'être dans le flou, quoi. Et donc forcément, ça peut te rendre plutôt stressé, ça. Ça peut te rendre plutôt... Moi, j'en suis peut-être à me dire que les réseaux ont développé un TDAH. Parce que tout le monde me dit, tu as sûrement un TDAH, 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 TDAH. J'ai jamais été me faire diagnostiquer, mais j'étais pas comme ça avant. C'est-à-dire que je pense que si j'en ai un, peut-être que les réseaux l'ont développé ou l'ont peut-être révélé, j'en sais rien. Mais voilà, à mon avis, ça, c'est un des effets que les réseaux vont avoir sur les humains. Au-delà de ça, le sujet du départ du podcast, c'était si vous voulez être heureux dans la vie, soyez mauvais dans quelque chose. Pourquoi je disais ça ? Parce que du coup, vu qu'on mesure tout dans la performance en permanence dans la vie, vu qu'on a tendance à être tout le temps dans la compétition, dans la comparaison, etc., d'arriver à trouver un hobby ou une chose qui nous fait plaisir et qui ne demande pas justement de performance, ça peut nous reconnecter à ce pourquoi on fait des choses en tant qu'être humain, c'est-à-dire juste l'envie de faire quoi, l'envie de créer, l'envie d'apprendre, l'envie de faire quelque chose. Et je pense très sincèrement que pour beaucoup de gens, moi j'ai expérimenté ça aussi, c'est quand tu commences à vouloir faire mieux, à te fixer des attentes et des objectifs, mais je dirais pas des objectifs qui sont genre j'ai envie d'apprendre plus, ça c'est un objectif sain, mais c'est des objectifs que tu vas fixer par comparaison. C'est-à-dire, ah ouais, il y a cette personne qui fait ça, moi j'aimerais bien être comme elle, boum, je vais faire ça. Je dis pas que l'inspiration c'est mauvais, mais le fait de créer des objectifs et de se mettre en comparaison, ça va mettre une pression déjà. Et la pression, du coup, même si elle est bonne ou si elle est mauvaise, ça va transformer la chose que tu pratiques par pur plaisir en quelque chose qui peut du coup devenir développer du stress. Je vais en venir du coup au sujet principal. Moi, j'ai trouvé le surf. Le surf, ça fait depuis 3 mois que j'en fais. Et je fais absolument tout ce que je peux pour ne pas transformer cette nouvelle passion en une pression. Je m'explique, quand j'ai commencé en janvier, mon plan c'était ça. Je commence en janvier, dans le froid, avec une combi épaisse et tout ça. Je galère jusqu'à ce qu'il fasse beau, avril à peu près. Et avril, j'ai un niveau suffisant pour pouvoir me démerder, pour pouvoir m'amuser, quoi. C'était ça l'objectif. Et l'objectif, je pense qu'il était tout à fait valable, mais un peu irréaliste. Parce que le surf, de tous les retours que j'en ai eu, en tout cas, des gens que je fréquente dans ce milieu-là, tout le monde me dit, mec, tempère un peu tes attentes parce que le surf, c'est un truc qui est long et qui est difficile et qui est ingrat et qui est changeant. Toutes les conditions changent tout le temps. Et le niveau en fait que tu prends en surf, c'est tellement lent qu'il y a beaucoup de gens qui se désespèrent. Et c'est fou parce que quand tu rentres dans l'eau, t'as vraiment l'impression que t'es le seul qui sait pas surfer, quoi. Ils sont tous bons, t'es le seul nul. Tu te dis, ouais, mais putain, ça veut dire que tout le monde a passé 10 ans déjà sur une planche là autour de moi. Ben ouais, c'est probablement ça. Ou alors, c'est des enfants qui sont nés avec une planche sous le pied, quoi.
Et donc, tu as un petit peu ce truc de comparaison. Mais le fait d'être nul, ça te ramène très vite à ta case de débutant. De toute façon, tu es un débutant, tu fais avec. Et si tu es OK avec ça, déjà, tu sais que tu vas t'amuser. Parce qu'il y a une telle dopamine dans le fait de se lever sur une vague que c'est assez incroyable en fait. Les 2 secondes que tu passes debout sur ta planche sur 3 heures de session où tu as galéré, ça rend la session valable. Ça la rend extraordinaire. La dopamine que tu reçois, ce que dégage ton corps en termes d'hormones au moment où tu fais ça, j'ai rien senti d'aussi fort dans ma vie, je pense. Et c'est assez fou parce que ça te donne l'instant de motivation d'y retourner. Et c'est pour ça qu'il y a des surfeurs qui passent, à partir du moment où ils disent allez, une dernière vague, en gros, ils passent 2 heures de plus dans l'eau. Parce qu'à chaque fois qu'ils en ont une, la décharge de dopamine est tellement grande qu'ils sont obligés d'y retourner parce qu'ils en veulent encore une autre, quoi. Il y a beaucoup d'études, après on croit ou pas, mais qui disent que l'océan drogue les gens en fait. Il y a tellement de bonnes hormones qui se sécrètent quand tu es au contact de l'océan, quand tu es dans l'océan, quand tu surfes dans l'océan, qu'en fait ça rend addict. Et c'est plutôt une addiction saine. Mais du coup, pour en revenir au sujet, moi quand j'ai commencé le surf, j'ai eu plein d'idées. Je me suis dit, ouais, ça va être un nouvel axe de contenu, ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir montrer comment je progresse, je vais pouvoir partager mon parcours. Et je me suis heurté à 2 murs quand j'ai commencé à vouloir faire ça. Le premier, c'est que tu ne peux pas t'approprier le milieu du surf. Parce que le milieu du surf, c'est un milieu qui est très compétitif, mais pas au sens forcément compétition, mais simplement au sens possession de la culture. C'est un truc que je savais plus ou moins parce que si tu regardes Point Break, tu vois que dans les cercles de surfeurs, en fait, c'est des trucs qui sont assez fermés. Et Point Break le tire un peu à l'extrême, ça, mais n'est pas complètement faux non plus. C'est peut-être moins marqué en France, mais je sais qu'il y a du localisme en France qui est assez hardcore aussi selon les zones. Et je pense que la dernière des choses qu'il faut faire quand tu débarques en tant que débutant, c'est t'approprier la culture et la mettre aux yeux de tout le monde sur un réseau, comme si tu pouvais avoir la légitimité d'en parler. Parce que, il faut être honnête, t'as pas la légitimité d'en parler. En tout cas, pas de la manière qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que si tu es un débutant qui accepte qu'il est débutant et qui partage sa progression, ouais, tu fais chier personne, on va dire. Par contre, si tu es un débutant qui prétend avoir des choses à apprendre aux gens et expliquer comment ça marche, alors là, je pense que tu te fais crucifier. Tu te fais crucifier parce que le localisme, les surfeurs hardcore, en fait, vont pas du tout l'apprécier, quoi. Et ça, moi, je porte pas de jugement là-dessus. J'en ai rien à foutre, en fait. Je respecte qu'il y ait des mecs qui soient hardcore localistes et qui ne peuvent pas blairer, qu'il y ait des extérieurs qui s'approprient leur culture. Moi, je suis pas d'ici. Ça m'intéresse pas de convaincre qui que ce soit. Moi, je veux juste être sur ma planche et profiter du truc, quoi. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais pas de contenu là-dessus, en fait. Et peut-être que si j'en fais, j'attendrai d'avoir vraiment un très très bon niveau. Donc ça, vu que ce sera dans 6 ans, j'ai le temps de voir venir, quoi. Mais donc, le fait d'être nul sur ma planche, ça fait que déjà j'éprouve énormément de plaisir à la moindre petite progression. C'est assez incroyable. Et ça me permet aussi de me mettre au contact de gens à travers, par exemple, mon prof de surf ou des gens qui veulent bien me passer leur savoir. Ça me permet de me mettre au contact de gens qui ont déjà cette passion et cette culture imprégnée et qui, du coup, voient les choses comme moi j'aimerais les voir un jour. C'est-à-dire de l'œil d'un mec qui a déjà fait preuve d'énormément de ténacité et d'abnégation pour en arriver là où il en est. L'une des raisons pour lesquelles le surf c'est aussi très ingrat, c'est que si tu as un boulot normal et que tu peux surfer que dans des horaires, on va dire si tu es de 9h à 5h tu travailles et que tu peux surfer qu'en dehors de ces horaires-là, déjà ça réduit beaucoup ta fenêtre parce que le surf c'est tellement dépendant des conditions que tu peux te ramener sur le spot sur ton jour de repos et il peut y avoir une pluie battante, zéro vague et du courant, quoi. Et tu peux être là, bon ben là je peux rien faire. Alors que moi, qui du coup ai un boulot fluctuant, que vu que je bosse quand je peux décider sur un coup de tête de dire allez, hop, j'arrête de bosser, je reprends après, là je vais surfer. Et donc ce que ça me donne comme possibilité, c'est d'aller surfer tous les jours. Et ça, c'est un truc que l'écrasante majorité des gens ne peut pas faire. Donc ça m'a enlevé déjà une barrière parce que tout le monde m'a dit ça va être très long, mais très long relatif au temps que tu passes normalement dans l'eau quand tu as un boulot, en fait. Mais moi, le chômeur, quelque part, je peux y passer beaucoup plus de temps. Ça a fait 2 choses. La première, c'est que j'ai dû, en fait, pour la première fois, c'est rare que ça se passe dans ce sens-là, en fait, j'ai dû revoir mes attentes à la hausse, entre guillemets, parce que mon niveau augmentait relativement rapidement. C'est-à-dire que au bout de quelques semaines, j'avais probablement le niveau d'un mec qui a fait plusieurs mois de surf, mais en termes d'amplitude de leçon, on aurait surfé pareil. C'est juste que moi, j'y suis tous les jours. Alors que le mec qui apprend le surf avec son boulot et tout, ben, il y est peut-être une fois par semaine maximum, ou une fois toutes les 2 semaines, tu vois. Donc en fait, ça m'a fait progresser rapidement. Mais bon, le problème quand tu progresses rapidement sur quelque chose, et surtout en surf, c'est que progresser rapidement en surf, ça veut dire que si on est sur une échelle avec 100 barreaux, ce qu'on appelle progresser rapidement, c'est que je suis passé du barreau 1 au barreau 3, on va dire rapidement. Mais je suis encore une grosse merde. Je suis encore méga mauvais en surf. Mais j'ai quand même passé, en fait, alors pour aller dans le détail,
le fait de prendre des vagues dans la mousse, là, quand la vague elle a déjà cassé, qu'elle est blanche et que c'est de la mousse qui avance, tu te mets debout là-dedans. Moi, je suis passé directement à l'étape vague verte. Donc, quand la vague elle n'a pas encore cassé, que je rame, que la vague te prend et que du coup, je suis passé sur ça. Et ensuite, en l'espace de quelques semaines, j'ai réussi à prendre les vagues de côté. Côté gauche, côté droit, j'y arrive toujours pas. Voilà, preuve que je suis mauvais en fait. Mais bref, du coup, ça a fait que moi qui m'attendais du coup à rester bloqué sur des vagues de mousse pendant 3 mois, tu vois, avec les gens autour de moi qui me disaient ouais, ta planche en mousse, parce que oui, ça s'appelle une planche en mousse, le truc orange que vous voyez au fond là-bas. Pour ceux qui le voient pas, c'est comme si on avait une porte en mousse. Alors, je sais pas si c'est polyuréthane, bon, un truc avec beaucoup de volume, très épais, relativement léger, mais surtout qui est très stable. C'est comme surfer une porte en fait. Les gens m'ont dit cette mousse là, tu vas la garder 3 ans quoi. Dans ma tête, je me disais, je vais rester 3 ans sur une planche de débutant parce que c'est le temps que ça prendra de sortir de la case débutant, quoi, et d'arrêter d'être mauvais. Moi, je pensais que c'était ça. En fait, non. Ce qu'on me disait, c'est ta planche en mousse, là, tu vas la garder peut-être 3 ans parce qu'elle est toujours utile sur des petites conditions. Quand tu as des petites vagues, tu peux sortir ta planche en mousse parce qu'elle est plus stable, qu'elle a besoin de moins de drive pour pouvoir avancer. Alors qu'une planche un peu plus petite et un peu plus courte, qui a moins de volume, si tu n'as pas une vague qui est relativement puissante pour te pousser, en fait, ta planche, elle va pas partir, quoi. De ce que j'en comprends. Bref, tout ça pour dire que j'ai progressé assez rapidement pour pouvoir ensuite descendre en taille de planche. J'en ai racheté une deuxième. Et ça c'est rare en fait. C'est rare que tu descendes de taille. Mais je me suis heurté à la réalité en fait quand j'étais dans une session où il y avait des relativement grosses vagues. Alors pour moi, c'était des murs. Pour les gens qui étaient autour, c'était des vagues voilà, tout à fait atteignables. Mais je pense qu'il devait y avoir 1 mètre, 1,50 m quoi. Ou peut-être même 2 mètres. Mais là c'est mon ego qui veut dire ça. Bref, il y avait des grosses vagues quoi, pour moi. Je suis allé à l'eau avec ma porte là, et en fait j'ai pris des vagues et mon prof m'a dit, enfin je lui ai dit, c'est normal que j'arrive pas à tourner avec cette putain de planche dans une grosse vague. Il m'a dit oui parce qu'en fait elle est tellement fat et épaisse et tout que c'est très compliqué de la faire tourner. Donc il m'a dit si tu veux aller sur des vagues qui sont comme ça, il vaut mieux que tu aies une planche un peu plus courte. Et donc j'ai switché sur une planche un peu plus courte et maintenant je surfe une planche un peu plus courte. Et je me démerde pas si mal avec cette planche un peu plus courte. Mais encore une fois, mes attentes en fait, ma prise de niveau a dépassé mes attentes. Mais ce qui est trop bien, c'est que je suis quand même mauvais. Donc je suis toujours sur une marge de progression qui est tellement énorme. J'ai tout le temps la sensation d'être au bas de l'échelle. Et les mecs qui sont dans l'eau sont tout le temps meilleurs que moi. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je dois rester humble. Et je dois rester modeste. Et je dois rester réaliste. Et c'est hyper agréable. C'est hyper agréable de ne pas être mesuré en termes de stats, de performance, de ne pas avoir des gens autour de toi qui te donnent des retours systématiques sur ce que tu fais parce qu'en fait, tu te présentes au monde pour être jugé. Non, en fait, tu y vas, tu fais de ton mieux et c'est la seule chose qui compte. Il n'y a pas une seule seconde dans l'eau où je me dis il faut que je fasse mieux que lui. Je m'en fous, quoi. Je suis mauvais par défaut. J'ai personne à impressionner. Et j'ai rencontré des mecs, justement, qui surfent régulièrement, qui eux font des trucs que je trouve incroyables, et quand ils sortent de l'eau, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés, ils sont la putain session atroce, pourrie, stressant et tout, parce qu'ils ont tellement d'attentes par rapport à leur niveau réel, leur niveau espéré, leur niveau relatif, j'en sais rien, que ça pourrit le plaisir qu'ils ont à surfer. Qui pourtant, je pense, est un des plus beaux trucs dans la vie, quoi. Si t'es en bonne santé, que t'as la condition physique, et que t'as la possibilité de vivre ici et d'aller à l'eau quand tu veux, et que malheureusement, en fait, tes attentes font que tu en arrives au point où tu en profites pas, c'est terrible. Parce que ça, c'est justement, tu as réussi à dénaturer le truc qui pouvait t'apporter de plus de plaisir dans la vie, quoi. Et moi, j'espère vraiment ne jamais arriver à ça, parce que j'ai rien ressenti d'aussi fort et d'aussi pur que d'être sur une planche de surf, quoi. L'océan te juge pas, il change sans te demander la permission, il ne se plie pas à tes conditions. C'est toi qui vas t'adapter à un environnement, en fait. Un environnement qui, on va pas se mentir, est hostile en plus, parce que ça peut être dangereux. Si ton leash se pète, tu peux te retrouver sans planche, tu peux prendre ta dérive dans la gueule, il y a du courant, tu peux te boire la tasse, on va dire les choses simplement, tu peux te noyer, tu peux te fracasser sur un récif. Il y a plein de trucs qui peuvent t'arriver. Et ça rend d'autant plus humble. Et ça force le respect, en fait. Quand c'est l'océan qui te parle, tu fermes ta gueule, en fait. Et ça aussi, ça pousse à se rappeler qui on est, quoi. Enfin, ça me pousse à me rappeler qui je suis, c'est-à-dire personne. Je suis personne dans l'eau, quoi. Déjà, je suis pas grand monde dans la vie, hein, faut pas se mentir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'élever au-dessus des autres. Moi, même, je vais vous dire, j'ai pas mal de problèmes avec moi-même. Je m'aime pas beaucoup. Donc, quand je suis dans l'eau, c'est pas encore pire, ça. Je me sens énormément mieux, mais j'ai encore plus cette sensation d'être tout petit, insignifiant, quoi. Mais le plaisir que je ressens, il est, je pense, directement connecté au fait
que je pratique cette chose sans espérer la performance, sans espérer être meilleur qu'un autre, sans espérer avoir quelque chose à prouver. Ça ne veut pas dire que je veux rester mauvais. Et je pense qu'il y a une nuance. Il y a beaucoup de gens qui peut-être vont dire oui, mais du coup, si tu n'as pas la niaque pour pouvoir progresser, pourquoi tu progresseras jamais, quoi. Et c'est pas ça que je dis. Si je vais surfer pratiquement tous les jours, c'est que j'ai la niaque, mais de folie. Je veux devenir fort, je veux m'améliorer, je veux arriver à mieux tourner, je veux prendre des vagues de droite, je veux arriver un jour à être dans un tube, je veux arriver à remonter sur le haut de la vague et comme ça faire comme un grind, je sais pas comment ça s'appelle. Je veux faire un re-entry, je sais même pas, tu vois. Évidemment que j'ai envie de faire toutes ces choses-là. Et je travaille chaque jour avec acharnement pour y arriver. Mais je ne jugerai pas ma pratique de ce sport en fonction de ce que j'arrive à faire sur une séance. Je ne jugerai pas ma progression par rapport à ce que je pourrais avoir sur un autre. Parce que je veux garder ça pur. Je veux garder ce plaisir-là pur. Et je vois tous ces gens qui sont frustrés aujourd'hui et qui me disent j'ai envie la place où tu es en ce moment parce que c'est là que tout se passe. C'est là que tu as le plus de découvertes, c'est là que tu as le plus de sensations. Parce que c'est tellement inhabituel pour le cerveau que quand tu te retrouves debout sur la vague, c'est là que tu as des sensations fortes. Et quand tu l'as vécu 1000 fois, c'est moins fort. Donc du coup, je sais qu'il y a des mecs qui aimeraient être à ma place, en fait, d'avoir oublié un peu ce que c'est d'être fort et de pouvoir revenir à cette case-là. Un peu comme tous, quand tu recommences un jeu vidéo, quand tu recommences un film que tu aimes bien, tu te dis ouais, j'aimerais bien l'oublier pour le revoir. C'est un peu pareil ce qui se passe avec moi pour le surf. Et ça se transpose à beaucoup de choses dans la vie, je pense. Si tu arrives à sortir de la case je dois performer, je dois impressionner, je me compare et tout, en fait, tu peux retrouver la pureté et le plaisir pur de faire des choses d'une manière humaine, c'est-à-dire le plaisir de faire pour faire, en fait. Et qui, normalement, devrait être une des raisons numéro un pourquoi on fait les choses. Je me rappelle de cette espèce de comparaison, je ne sais plus quel acteur en parlait, je crois que c'est Matthew McConaughey, mais j'en suis pas sûr, qui disait aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les gens veulent être célèbres. Et avant, on était célèbre parce qu'on était un artiste, c'est-à-dire que tu étais un acteur, un musicien, j'en sais rien, un peintre, un athlète. En fait, tu pratiquais ton art et ça te faisait rendre célèbre. Et en fait, les gens avaient ces aspirations-là. Ils disaient je veux être acteur, je veux être un grand athlète, je sais pas. Et il y avait une dualité. Il y a toujours le côté je veux être connu, je veux être reconnu et je veux être bon dans ce que je fais. Donc en fait, c'est je veux être célèbre par mon art. Mais aujourd'hui, ça a changé avec la société des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les jeunes, maintenant, ils veulent être célèbres. Ils veulent être des influenceurs. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent contribuer au monde, mais ils veulent être célèbres pour ça. C'est fou parce que ça a complètement changé en fait, la façon d'évoluer. Et quelqu'un qui veut être célèbre à tout prix, pour qui c'est le seul but, ne va pas se poser la question de la morale, de est-ce que ce que je fais, ça contribue au monde d'une manière positive ou pas. Il va juste chercher le moyen le plus rapide pour être célèbre. Et c'est aussi pour ça que la culture des extrêmes sur les réseaux est aussi prévalente, parce que le moyen de devenir célèbre sur les réseaux, c'est pas d'être bon dans quelque chose, c'est juste de dire quelque chose qui est suffisamment bruyant pour que personne ne puisse t'ignorer. Et donc forcément, ça pousse à des comportements qui sont extrêmes, parce que je vois des mecs tous les jours qui font du contenu un peu tranquille et tout, et qui essaient de faire les choses bien, on va dire, puis ils font un truc un peu borderline et hop, ça pète. Ben forcément, qu'est-ce que tu analyses en fait? Qu'est-ce que tu comprends de ce qui s'est passé? Que si jamais tu le refais, ça va repéter. Donc en fait, il y a plus d'intérêt à être un connard sur les réseaux publics ou un faux connard en fait, de se faire passer pour un connard parce que ça fait du bruit, parce que tu sais que tu vas monter plus vite. Et ça peut même en plus t'apporter un arc de rédemption quand tu décides de cleaner ton comportement. Ouais, au début j'étais un connard et maintenant j'ai changé, tu vois. Et il y a plein de mecs, c'est ça, c'est au début tout le monde le déteste et vous vous rappelez ce mec là qui fait toujours chier à l'école là, qui arrête pas d'insulter, faire chier les filles, etc. Et en fait quand un jour il devient gentil, les filles l'adorent et les gens l'adorent parce que le mec il est passé de le trou du cul qui casse les couilles à ah mais en fait il est gentil, tu vois. Et du coup hop ça et dans l'inconscient des gens ça marche parce qu'il y a cette espèce d'arc de rédemption. Et je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui savent faire ça, c'est drama 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 drama, drama tac arc de rédemption et hop je me remets dans ma ligne, quoi. J'ai fait une tangente là. Mais du coup donc voilà. Je sais que dans cette société on a tout le temps l'attrait à vouloir systématiquement en retirer quelque chose. On veut retirer du de l'argent, on veut retirer on veut un retour sur investissement en fait quand on fait des choses. D'autant plus avec les réseaux où on peut tout filmer. Moi j'en étais arrivé à un point dans ma vie où je filmais systématiquement tout ce que je fais. Enfin, j'avais des idées de filmer tout ce que je faisais. Je me disais, oh tiens, je fais cuisiner ça, ça peut être une vidéo. Oh tiens, je parle de ça, ça peut être une vidéo. Oh tiens, je ressens ça, ça peut être une vidéo. Et quand tu as l'impression que tu peux poser une caméra directement à côté de ta gueule dès que tu fais quelque chose, t'es tellement dans l'analyse de ce que ça peut te rapporter de faire des trucs, de faire du contenu que ça dénature tout en fait. T'es dans une poursuite qui n'en finit jamais et honnêtement c'est triste, c'est triste. Ça t'empêche de vivre normalement, tu vois. Et ben, je pense que si beaucoup de gens se trouvent dans cette torture là et dans cette espèce de
il faut que je fasse de la performance. D'autant plus parce que notre société, en plus à travers ça, elle promeut ce genre de comportement-là, toujours maximiser ta santé, maximiser ton entraînement, maximiser ton sommeil, maximiser l'argent que tu gagnes, avoir des à côté pour gagner plus d'argent, maximiser tes relations, mais maximiser ta race en fait. Pourquoi on peut pas se laisser exister quoi? Moi j'ai toujours cru que j'étais un branleur en fait, mais non, j'étais pas un branleur, j'étais un mec qui aimait profiter de la vie au final. Je n'ai pas profité de toutes les bonnes manières parce que j'ai beaucoup trop bu pendant trop longtemps et j'aurais aimé en profiter différemment parce que ça m'aurait laissé moins de fêlure. Euh, mais je veux dire, le fait d'exister en soi, je trouve, est plus important que d'avoir systématiquement un retour sur investissement. Parce que si tout ce que tu fais est simplement une recherche de gratification et de conséquences, en fait, t'en profites quand? Si tu veux juste travailler pour avoir le futur retour sur investissement, quand est-ce que tu profites de ton retour sur investissement? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi, c'est ce que je fais en ce moment avec le surf. Et c'est probablement pour ça que je ne risque pas de faire de contenu de surf et de montrer trop comment ça se passe et de me lancer là-dedans et de chercher par exemple du sponsoring là-dedans ou quoi que ce soit, parce que ça va tout bousiller en fait. Ça va me changer ma perspective quand je vais dans l'eau. Là, quand je vais dans l'eau, dès que ça va pas, je vais dans l'eau en fait. Et ça me fait tellement de bien. Et je veux pas que quand ça va pas et que je vais dans l'eau, je me dise, ah ouais, mais en plus, il faut que je performe. Parce que là, ça va tout niquer. Ça va pourrir le truc complètement. Et l'effet en plus, un peu qui se coule de ça, c'est que si je le faisais, de faire du contenu, je pourrais en plus gagner de l'argent avec. Parce que vu que j'ai déjà un peu de visibilité, et que le surf, en fait, c'est tellement un milieu qui est relativement underground encore, même si ça devient mainstream, je veux dire, mais c'est underground dans le sens où les mecs qui sont les plus forts sont pas nécessairement les plus actifs sur les réseaux, tu vois. Donc en fait, il suffit que tu sois très visible et que tu parles de surf pour probablement que des marques veulent s'associer parce que tu leur apporterais une plus grande visibilité, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs, c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, hein, mon prof de surf me l'a dit, il y a des mecs qui sont extrêmement visibles et qui racontent n'importe quoi dans le surf et qui disent des trucs qui du coup peuvent mener des gens à du danger quoi, parce que des mecs qui comprennent pas comment l'océan fonctionne et qui expliquent à tout le monde comment y aller, tu te retrouves avec des mecs qui sont complètement inconscients dans l'eau et qui font n'importe quoi, tu vois. Et ben ça c'est le résultat de maximiser la performance, de rendre visible des choses et en fait de vouloir en retirer quelque chose. T'es pas bon en surf mais tu parles de surf et du coup ben, tu fais du fric avec. Moi, je me suis dit, ouais, je pourrais décrocher, je sais pas moi, un sponsor de combinaison, avoir une planche neuve, être payé pour montrer, j'en sais rien, de la wax, de la crème solaire, je sais pas. Mais c'est un truc qui est réaliste en fait, pour arriver à faire ça. Mais ça me foutrait tout en l'air. Ça pourrirait tout. Déjà, ça pourrirait le fait que le surf, j'adore ça juste pour ce que c'est. Et ça pourrirait aussi la relation probablement que j'ai avec que j'aurai futurement parce que j'en ai pas avec les locaux, parce que je me ferais reconnaître comme le mec qui s'approprie leur culture, qui sait pas surfer, qui gagne de l'argent avec en plus et qui en plus alors filme des spots et qui du coup va rendre ces spots encore plus populaires, ce qui fait que ces spots vont être encore plus impraticables. Et ouais, le pire truc à faire quand tu surfes, c'est de faire une story, de dire je suis là, venez tous, c'est super, parce que là tu te fais atomiser un peu. Les mecs ils disent ouais, déjà qu'on est surpeuplé et qu'on est 150 dans l'eau, tu veux ramener 150 personnes de plus. Mais qu'est-ce que tu cherches en fait? Ouais, mais c'est égoïste, etc. Écoutez, moi, comme je le disais, c'est une culture que je respecte. C'est pas ma culture, je vais pas me l'approprier. C'est un fonctionnement qui a et qui existe depuis toujours. Et moi, je n'ai pas l'intention de le changer. Moi, je veux juste être dans mon coin sur ma planche et profiter. Voilà. Et je veux rester humble. D'ailleurs, si Lucas, tu vois cette vidéo dans 10 ans et que t'es pas resté humble, je te casse la gueule, mon gars. Bref. Sauf si tu as un niveau de surfeur international. Mais à mon avis, à 43 ans, putain. Oh. Bref, tout ça pour dire, trouvez-vous quelque chose dans lequel vous êtes mauvais et faites en sorte que de garder cette chose-là dénudée de toute performance, dénuée, pardon, dénuée de toute performance, de toute attente, de toute comparaison avec les autres, parce que c'est ça, ultimement, qui va pourrir le plaisir que vous avez à pratiquer. Si vous trouvez ça, et que vous pouvez pratiquer quelque chose sur le long terme sans avoir cette espèce de parasite là qui vient pourrir ça de l'intérieur, je vous garantis que vous aurez du coup en cette chose-là, si tant est que vous aimez la pratiquer évidemment, vous aurez une valve de décompression, vous aurez un échappatoire, vous aurez une chose qui vous permet de penser à autre chose quand ça va pas dans votre vie. Je vous encourage vraiment à trouver ça. Voilà, c'était l'épisode de Vulgaire et Sincère, épisode 8, je crois. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Il est maintenant 7h48. Ouais, j'ai commencé un peu en retard. Merci de m'avoir écouté. Commentez qu'est-ce que c'est je sais pas, votre passe-temps en ce moment. Le passe-temps que vous aimeriez transformer en ce dont je vous parlais là. Et passez une bonne journée, hein, parce que là, vu que c'est le matin et que vous regardez peut-être ça le soir, peut-être bonne soirée aussi. C'est interminable. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Gros bisous.